Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je suis Christopher Pliger, je suis spécialiste Microsoft chez AWS et aujourd'hui on va faire une introduction à AWS pour les gens, pour les administrateurs qui travaillent traditionnellement avec des technologies Microsoft. Windows Server, SQL Server, ce genre de soft. Voilà, on va faire un petit tour d'horizon. Alors avant de rentrer dans la technique, parlons un petit peu des raisons qui peuvent vous amener à adopter le cloud pour vos machines Microsoft. Donc la première raison, c'est les économies d'échelle. C'est la réduction de coûts que vous pouvez avoir en passant sur de la l'AWS. Et en plus de ça, vous passez à un modèle OPEX où vous payez vraiment tout à l'usage. Ça, c'est très intéressant et ça vous permet aussi de mieux gérer vos ressources. Vous payez seulement ce que vous utilisez et donc vous allez pouvoir ajuster exactement ce dont vous avez besoin en termes d'infrastructure à votre besoin applicatif, au pic de charge et aussi, du coup, à votre besoin d'innovation interne. Ça veut dire aussi une meilleure efficience de votre temps humain. Vous allez être plus productif puisque vous allez passer plus de temps à faire des choses qui ont de l'impact plutôt qu'à commander des machines, les installer et de les maintenir. Ensuite, AWS vous donne une meilleure résilience opérationnelle. Il y a beaucoup de nos clients qui viennent nous voir et qui disent qu'ils ont besoin d'infrastructures plus fiables. Et donc nous, on met à disposition plus d'une centaine de data centers partout dans le monde avec de la redondance locale, avec de la redondance aussi entre plusieurs data centers dans une seule région, et tout ça de manière hautement automatisée avec l'expérience cloud d'AWS. Quelque chose qui est très difficile à reproduire par vous-même pour votre data center chez vous. Et le dernier point, c'est l'agilité et l'innovation qui augmentent, puisque vous passez dans un modèle OPEX, puisque vous avez cette agilité de créer et supprimer des ressources à la volée. Vous allez pouvoir innover plus rapidement, prendre des risques parce que le risque financier est plus faible, répondre plus rapidement au marché et surtout innover avec les plus de 200 services AWS comme les services autour du machine learning, du big data, de l'IoT, etc. Donc voilà les 4 raisons principales pour lesquelles nos clients viennent chez nous. Euh, L'agilité, c'est souvent le bénéfice majeur que vous allez voir, hein. Mais ces 4 bénéfices peuvent être des raisons valables. Donc si vous êtes ici, ça veut dire que une de ces 4 raisons vous impacte probablement aussi. Donc le choix qui se pose ensuite, c'est vers quel provider je vais. Et donc pour nous, le bon choix, que ce soit pour du Microsoft ou non, c'est AWS. On a plus de 12 ans d'expérience avec du Microsoft dans le cloud. On a l'infrastructure la plus fiable et la plus large avec plus de 77 availability zones. On va y revenir juste après. On a des certificats de sécurité euh, pour plein d'industries différentes et plein de pays différents, européens comme étrangers, pour les banques, pour des gouvernements, pour la santé, etc. Donc, en général, on couvre votre industrie et on le couvre encore mieux que ce que vous aviez vous-même dans votre data center. On a plus de 180 services aujourd'hui dans le cloud. Donc, on parle bien sûr d'infrastructure, mais aussi des services autour du big data, du machine learning, de l'IoT, etc. Des performances et des choix d'infrastructure quasiment infinis, avec des configurations de CPU, RAM, stockage et des services très très divers. Et surtout une culture amazonienne qui est unique chez nous, qui est très focalisée sur le client. On met vraiment le client au centre de nos expériences, de la, la façon dont on travaille aussi avec vous, la façon dont on innove, avec 90% des innovations AWS qui viennent aussi de vous, les clients, qui nous disent ce dont ils ont besoin. Et ça veut dire aussi qu'on essaie toujours de réduire les coûts pour vous avec plus de 80 réductions de prix majeures depuis notre création en 2006. Je voulais zoomer un petit peu sur ce chiffre, ces 77 zones de disponibilité, pour vous expliquer un petit peu comment AWS est organisé et pourquoi on est le cloud le plus fiable. Donc, on part toujours de ce concept de région. Donc, on a des régions un peu partout dans le monde, dont une région française, à Paris. Et chacune de ces régions est composée de plusieurs zones de disponibilité. Donc, à Paris, on a 3 zones de disponibilité et vous pouvez les comparer à un data center logique. Donc, chaque zone de disponibilité est composée de plusieurs data centers physiques. Et en fait,
vous allez pouvoir déployer vos ressources dans une ou deux ou trois zones de disponibilité différentes. Et donc, même si on a un désastre sur une de nos zones, coupure d'Internet, coupure d'électricité, euh, un désastre naturel, peu importe, vous avez toujours la possibilité de faire du failover sur une deuxième zone de disponibilité tout en restant dans le même pays. C'est ça l'avantage AWS, c'est que dans tous les pays où on a une région, vous avez cette possibilité et cette infrastructure hautement disponible. Et chacune de ces zones de disponibilité est aussi dans une zone à risque différente, mais ne sont pas assez distantes pour avoir de mauvaises latences. Donc vous pouvez bien sûr faire de l'actif-actif entre ces zones. Voilà. Un autre aspect différenciant d'AWS, c'est l'innovation. Donc je vous l'ai déjà dit, la plupart de nos innovations viennent des demandes clients, que ce soit du coup dans le monde Microsoft ou non. Et là, vous voyez une image des services qu'on a lancés depuis 12 ans, donc une partie des services, pour vous aider à déployer des workloads Microsoft sur AWS. Donc forcément des choses autour de Windows Server avec de l'EC2, des outils de migration, des outils aussi de management, euh, plein de choses autour de SQL Server, voilà, comme RDS par exemple, on va en parler après. On fait aussi partie de la .NET Foundation et donc on a plein de services .NET et d'intégration avec par exemple Visual Studio. On va également en parler un petit peu plus tard. Et forcément aussi tout ce qui est modernisation d'applications avec des conteneurs et avec du serverless. Donc apporter votre code Microsoft, votre code .NET par exemple, sur les services natifs d'AWS. Donc tous ces sujets, on va les aborder dans cette présentation. Et c'est important de comprendre qu'AWS, on n'est pas juste là pour héberger une machine Windows, on est là vraiment pour vous aider à innover aussi avec vos applications existantes qui tournent sur du Microsoft. Autre point très important, c'est que vous allez pouvoir être indépendant complètement de Microsoft quand vous venez chez nous. On peut vous louer des licences, donc on est hébergeur officiel de Microsoft et partenaire de Microsoft. Plus besoin de contrat Microsoft si vous n'en voulez plus pour la partie serveur. Et le support peut se faire complètement à travers AWS. Donc forcément, le support d'infrastructure se fait à travers notre support classique. Et le support de Microsoft se fait également à travers notre support AWS, puisque nous avons chez Microsoft un contrat premier qui nous permet de faire des escalades à votre place. Donc, encore une raison pour laquelle vous pouvez venir chez nous sans inquiétude et héberger vos solutions sur AWS. Donc voilà pour la courte introduction. On a fait le tour du coup de AWS, ses valeurs, pourquoi choisir AWS et surtout son architecture hautement disponible pour garantir une fiabilité de vos déploiements à tout moment. Et ça va revenir aussi dans cette présentation au fur et à mesure, vous allez le voir. Donc pour structurer un petit peu ce qu'on va vous montrer, c'est assez simple. On va passer de produit en produit pour vous montrer les services AWS qui y correspondent. Donc Windows Server, SQL, les serveurs de fichiers, bien sûr Active Directory, très important, le VDI, donc les desktops virtuels, .NET sur AWS pour les développeurs, et finalement les quelques outils de gestion avec lesquels vous pouvez démarrer pour manager du coup vos déploiements Microsoft sur AWS. Donc commençons avec Windows Server sur AWS. Donc de manière assez classique, vous pouvez créer forcément des machines virtuelles avec Windows Server sur AWS. Notre service de machine virtuelle s'appelle Amazon EC2, Elastic Compute Cloud, et vous permet d'avoir des VM de tout type de taille qui peuvent héberger du coup vos applications Microsoft. Donc Exchange, SQL, Windows Server, SharePoint, etc. Donc ça, c'est le modèle le plus classique d'hébergement. Pas de surprise ici. On gère l'hyperviseur pour vous, on gère l'infrastructure pour vous. Vous dites juste, j'ai besoin d'une VM d'une certaine taille et on vous le déploie en quelques minutes. Alors pour EC2, nous avons plein de machines différentes. Des machines plutôt pour le compute, optimisées pour la RAM, le stockage, des machines avec des GPU ou des FPGA. Et ensuite, on peut aussi héberger toutes ces machines sur de l'Intel, sur de l'AMD ou même de l'ARM maintenant. Et donc vous avez vraiment le choix d'utiliser les machines les plus adaptées pour votre application et votre besoin. Donc quand vous louez une machine chez nous, vous allez être en mode OPEX. Donc vous louez une machine à l'heure. Et donc le coût est également à l'heure.
L'impact de ça, c'est que vous allez pouvoir allumer et éteindre des machines à la volée. Et donc, pour vous accompagner aussi sur les aspects de licence Microsoft, AWS est également capable de vous louer à l'heure des licences Microsoft, Windows Server, SQL Server, etc. Et donc, de pouvoir les ajouter et les supprimer à la volée. Donc, ça vous donne une vraie agilité dans le cloud pour vos licences. Et en plus de ça, vous n'avez plus un contrat avec Microsoft. Vous n'avez plus besoin de gérer euh, les audits, puisqu'il n'y en a plus. Vous n'avez plus besoin de vérifier combien de licences vous avez sur vos machines en fonction du nombre de cœurs. Tout ça, on le fait à votre place. Et donc, c'est un travail que vous n'avez plus besoin de faire. Un autre exemple, les CAL, donc les licences d'accès, pour faire du RDS par exemple, du remote desktop, sont inclus de base dans nos machines virtuelles. Donc, vous avez deux CAL RDS, donc vous n'avez plus besoin de les acheter ou de les apporter. Donc ça vous apporte une vraie simplicité quand vous adoptez le cloud, une vraie agilité et une gestion de contrats en moins sur cette partie serveur. Alors ce modèle de location de licence, c'est celui qui est le plus proche d'un modèle cloud natif et d'une agilité qu'on va vous proposer aussi sur nos instances et sur notre matériel. Maintenant, si vous avez déjà un fort investissement en licence, il y a plein d'options pour apporter également vos licences chez nous. Euh, Maintenant, c'est assez complexe. Ce genre de sujet, ça va dépendre de votre date de contrat, de votre date de renouvellement, de si vous avez la software assurance ou non. Et donc, je vous conseille fortement de nous contacter à travers notre site web pour nous poser la question. Nous avons des experts Microsoft comme moi qui sont aussi à vos dispositions pour répondre à ces questions-là et vous donner une vue très claire sur ce que vous pouvez et vous ne pouvez pas apporter sur AWS et les contraintes de cela. Donc maintenant qu'on a fait le tour des machines virtuelles que vous pouvez déployer, des choix de licence, creusons un petit peu les autres optimisations qu'on peut apporter dans le cloud, surtout les optimisations financières. Donc, une des choses qu'on fait quand nos clients migrent vers AWS, c'est optimiser la taille des instances. Généralement, 80% des machines qui tournent chez nos clients dans leur data center sont surdimensionnées. Et donc, avant de migrer, ce qu'on peut faire avec vous, c'est de faire une analyse de votre data center et regarder si on peut diminuer la taille des machines. Donc, soit parce qu'elles sont trop vieilles et donc un CPU moderne qui a moins de cœur et peut-être une machine avec moins de RAM suffirait, soit parce que la machine est tout simplement surdimensionnée par rapport aux besoins de l'application qui tourne dedans. Voilà. Si vous choisissez de ne pas faire cet exercice à l'avance, mais de migrer tel quel vos machines avec les mêmes configurations, on a aussi un outil dans la console AWS qui s'appelle AWS Compute Optimizer qui va pouvoir détecter vos VM qui sont sous-dimensionnés ou surdimensionnés automatiquement et vous donner du coup des conseils. Et donc, vous pouvez automatiquement, en quelques clics, changer la taille de vos machines virtuelles, par exemple d'une M5 2X large vers une M5 large, diminuer le nombre de cœurs et diminuer la RAM automatiquement. Donc forcément, il y aura quelques minutes de downtime, le temps de changer la machine, mais ça vous permet du coup de non seulement optimiser votre infrastructure, mais surtout optimiser vos prix et vos coûts AWS. Voilà. En général, quand on fait ce type d'optimisation, ce qu'on voit, c'est une réduction de coûts de 25 à 30% chez nos clients. Et donc ça, c'est une feature d'AWS disponible et gratuite dans la console que vous pouvez utiliser dès que vous avez migré. Alors une fois que ces machines sont optimisées en termes de taille, et si c'est de la production qui va tourner 24 heures sur 24, on va pouvoir également les réserver. Donc c'est très simple. Si vous savez que ces machines vont tourner pendant 1 ou 3 ans, vous pouvez les réserver. Donc vous allez les payer pendant 1 ou 3 ans. Par contre, en contrepartie, nous vous donnons des réductions de coûts allant de 40 à 70%. Voilà, si vous savez que c'est des choses qui vont être stables, c'est une optimisation importante. Et nous avons également des outils dans AWS pour automatiquement vous faire des recommandations par rapport à votre usage des machines. Donc là, on a vu des optimisations plutôt financières. Je voulais vous donner aussi un exemple d'une optimisation plutôt technique. Donc on va parler un petit peu des phases de développement. Donc déjà, quand vous faites du développement et du test avec des Windows,
Dans AWS, vous avez une fonctionnalité qui est assez importante, qui est la possibilité de pouvoir allumer et éteindre des machines. Quand vous éteignez une machine, vous ne la payez plus. Vous allez payer seulement le disque qu'on garde avec les données, au giga par mois, mais la VM, elle n'est plus facturée. Donc ça, déjà, c'est une optimisation que vous pouvez faire chez nous, qui peut être très importante si la machine tourne que 9 heures par jour. Maintenant, on a aussi d'autres outils pour vous aider justement à gérer ces phases de développement, de build et de test qu'on va découvrir maintenant. Donc parlons déjà de cette phase de développement. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter pour vous simplifier un peu la vie? Donc on a déjà le concept d'AMI. Donc c'est les Amazon Machine Image, qui sont tout simplement des images de machines, Windows Server, si vous le souhaitez, dans lequel vous pouvez préparer et préinstaller des applications et des outils pour votre phase de développement. Donc quand vous avez besoin de déployer des machines de dev, vous pouvez le faire du coup à la volée avec ces AMI pré-préparés. Nous avons également Amazon Workspaces qui est notre outil de VDI, on va en parler un peu plus après, qui vous permet aussi de déployer des desktops avec tous vos outils de dev automatiquement pour vos développeurs internes ou externes. En plus de ça, nous proposons Cloud9 qui est un IDE, un cloud natif, où vous pouvez développer dans le navigateur et collaborer directement avec votre équipe, écrire, faire du run et faire du debug de code 100% online. Et on a forcément aussi plein d'outils, que ce soit pour Microsoft ou non, comme des Cloud Development Kit ou des SDK, qu'on va découvrir un petit peu plus tard aussi. Alors pour le build, nous avons CodeBuild, qui est un service complètement managé, de gestion de serveurs de build, voilà, où nous faisons le provisionnement, le management et le scale à votre place. Si vous voulez vous-même faire vos serveurs de build, nous avons des instances spécifiques pour ça. Les instances T qui sont des instances optimisées pour du burst en termes de coût, et les spot instances où on vous garantit pas l'uptime des machines, on peut les récupérer à tout moment avec un avertissement de 2 minutes à l'avance. Cependant, vous avez des réductions de coûts sur les instances de à peu près 90%. Donc si ce n'est pas des instances qui sont critiques pour vous, voici deux options qui vous permettent de réduire vraiment vos coûts pour le build. Donc pour les tests, pareil, vous avez ces instances spécifiques. N'oubliez surtout pas que quand vous faites du test, vous pouvez avoir 10 machines qui tournent pendant 10 heures, mais vous pouvez également avoir 100 machines qui tournent pendant 1 heure pour faire la même chose. Et donc ça, c'est aussi un avantage dans le cloud. Ça a le même prix, mais finalement, vous allez beaucoup plus vite. Et après, pour les tests, vous avez du coup aussi de l'automatisation que vous pouvez faire avec, par exemple, System Manager pour automatiquement démarrer et arrêter vos machines de test. Et finalement, pour automatiser tout ça, vous avez notre service CloudFormation qui vous permet de faire de l'infrastructure as code. Alors parlons un petit peu de stockage maintenant. Nous avons différents types de stockage dans AWS. Pour les VM, on parle d'EBS en général, Elastic Block Storage. Donc, pour vous aider à choisir le bon type de stockage, nous avons des outils pour détecter du coup les pics de charge avec par exemple CloudWatch, pour voir les IOPS que votre machine utilise et si le disque est suffisant ou pas pour y répondre. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est de périodiquement regarder l'usage de vos disques et trouver ceux qui sont trop ou sous-utilisés. On a différents types de stockage, du coup, du SSD, SSD avec des IOPS provisionnés, des disques durs plutôt performants ou des disques durs plutôt orientés stockage long terme. Voilà. Et chacun a un coût et des performances qui sont différents en fonction de votre besoin. On pouvait utiliser la feature Elastic Volumes pour changer la taille et le type de volume à la volée et ajuster aussi les IOPS sans détacher le volume EBS de la machine. Une manière facile en fait de réduire vos coûts, c'est de trouver les volumes qui sont attachés à votre machine par exemple et de les supprimer. Sachez quand même que quand on arrête une machine EC2, on ne va pas supprimer le stockage, on va le garder puisque forcément c'est vos données, elles sont importantes. Donc ça va quand même continuer à vous coûter de l'argent jusqu'à ce que vous supprimiez les disques. Alors un dernier service intéressant pour la partie Windows Server, c'est Elastic Beanstalk.
Ça, c'est un service complètement managé d'hébergement de sites web. Donc, si vous avez par exemple des sites sous IIS, bah là, vous avez un service où AWS gère tout le stack d'infrastructure, l'hyperviseur, euh, les runtime, le serveur applicatif et le serveur HTTP. Et vous apportez du coup votre code du .NET, du Java, ce que vous souhaitez, et vous faites tourner votre site web. Donc si vous voulez faire du web ou une API par exemple, utilisez Elastic Beanstalk, ça vous simplifie complètement la vie par rapport à la gestion d'une VM classique Windows Server où vous devez quand même gérer l'OS. Et dernier sujet par rapport à Windows qui est quand même important, c'est la fin de support. Euh, donc, on vous propose une solution pour vos machines 2003 ou 2008 que vous ne pouvez pas upgrader à cause d'incompatibilité logicielle. Nous avons un logiciel EMP qui est gratuit pour vous et qui vous permet en fait de détacher ces anciennes applications du système d'exploitation et de les faire tourner sur un OS moderne. Donc, comment ça marche? On va en fait mettre un wrapper, on va packager votre application dans un wrapper EMP. Ce wrapper va inclure quelques anciens runtime, des anciennes versions de Windows, va inclure aussi, va intercepter quelques calls API vers Windows et répondre comme si c'était l'ancien système, l'ancien OS. Et ça nous permet de porter 90% de vos applications anciennes vers du Windows Server 2016 ou 2019 sans changement de code. Et en plus de ça, cet outil est du coup gratuit sur notre site. Mais si vous voulez vous faire accompagner par des partenaires, on peut bien sûr aussi le faire. Et l'outil EMP a un impact très faible sur votre machine finale avec moins d'1% d'impact CPU, seulement 10 mégas de stockage disque en plus et 20 mégas d'utilisation de RAM en plus. Voilà, et pas d'argent installé sur les machines et pas besoin d'infrastructure back-end. Donc c'est très simple. Alors parlons maintenant de SQL Server, les bases de données Microsoft. C'est un sujet assez vaste également. Et on va commencer par un constat qui est que c'est quand même beaucoup de travail d'administrer les bases de données. Voilà, il faut gérer le hardware, le soft, les patchs, le backup, la haute disponibilité, les licences, l'optimisation des applications. Et ça prend quand même beaucoup de temps. Et nous avons essayé de trouver des solutions pour vous, pour adresser ces points. Donc si vous souhaitez tout simplement héberger du SQL Server sur AWS, il y a deux choix. Donc le modèle classique sur EC2, où vous apportez vous-même votre machine et vous le gérez de votre manière. On gère l'infrastructure, vous gérez l'OS, vous gérez SQL. Et vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Le deuxième modèle qui répond du coup à ce travail de management, c'est Amazon RDS. Donc à ne pas confondre avec Remote Desktop, hein. C'est Relational Database System. RDS SQL Server, qui est du coup une base de données SQL Server complètement managée par AWS. Donc quand on parle de base de données managée, comme RDS, voici ce que ça veut dire. Donc vous allez gérer le design du schéma, les queries et l'optimisation de vos queries. Et nous, on va gérer tout le reste. Donc la maintenance, les upgrades, les backups, le scaling automatique, tout ce qui est sécurité, isolation et le failover automatique aussi. Donc si vous voulez avoir de l'actif-actif sur du SQL, on le fait à votre place sur différents data centers. Alors comment faire le choix? C'est assez simple. Si vous devez avoir accès à la machine, donc à l'OS, ou si vous voulez faire de l'apport de licence, partez sur de l'EC2. Voilà. Par contre, si ça, c'est pas des choses dont vous avez besoin pour votre application, voici tous les avantages qu'a un RDS par rapport à un déploiement EC2 classique. Donc, je vous encourage fortement à prendre RDS comme choix par défaut avant de partir sur de l'EC2 où vous devez quand même manager la machine vous-même. Donc, dans RDS, on gère tout pour vous. Maintenant, si vous voulez quand même avoir la main sur vos propres machines SQL et les optimiser, parlons un petit peu de ce que vous pouvez faire, surtout sur la partie stockage. Donc pour le stockage, vous avez plein de types de stockage différents dans SQL. Donc quatre types principalement, des logs de transactions, des fichiers de données, des bases de données temporaires ou du TMDB, et les fichiers de backup. Et on va les traiter de manière différente dans AWS. Donc encore une fois, par défaut, le stockage
de SQL, comme tout autre type de VM, va être faite sur de l'EBS. Donc, encore une fois, vous allez payer juste ce dont vous avez besoin par giga. Et ensuite, on a différents types de stockage selon les performances dont vous avez besoin. Et on peut forcément aussi chiffrer ces données at rest si vous le souhaitez pour la sécu. Donc pour vos fichiers temporaires, donc les fichiers TMDB par exemple, nous avons également le EC2 Instant Store. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un stockage temporaire au niveau bloc attaché aux instances, physiquement dans l'instance, donc c'est pas du stockage réseau, qui vous donne une latence très très faible et des performances très très élevées avec par exemple du NVMe pour votre SSD. Et donc c'est idéal pour vos fichiers temporaires. Le bémol, c'est forcément que ce stockage disparaît aussi quand votre VM disparaît, ou si vous l'éteignez, ou si vous la supprimez. Et donc c'est pas fait pour du stockage permanent. Mais c'est une super option pour du coup votre MDB ou toute la data que vous allez stocker de manière non persistante. Alors une alternative au stockage EBS, donc les disques classiques, c'est FSX for Windows, qui est un serveur de fichiers managé par AWS, scalable automatiquement, backupé par nous et redondé si vous le souhaitez sur plusieurs zones de disponibilité, euh, donc qui fonctionne avec le protocole SMB, c'est assez classique. Donc ce serveur des fichiers, on le propose avec du SSD ou du disque dur. Vous pouvez configurer vous-même les performances. Et donc c'est une façon très facile en fait d'avoir du stockage redondé attaché à vos machines SQL et géré de manière indépendante. Voilà, donc pour tout le stockage permanent de vos disques, plutôt que d'utiliser des disques EBS, vous pouvez utiliser aussi FSX. Donc pour de la haute dispo classique, sans utiliser FSX, vous allez devoir déployer chez nous deux machines SQL Server, forcément, dans le C2, dans deux zones de disponibilité différentes. Et si vous voulez de l'actif-actif, il faut utiliser SQL Server Enterprise. Donc c'est quand même assez cher. Sachez du coup qu'on sait faire la même chose avec du RDS SQL Server qu'on a vu avant, donc de l'actif-actif, mais avec du SQL standard. Déjà, vous pouvez réduire vos coûts de cette façon-là. Donc voici pour l'astuce AWS. On va introduire FSX à ce schéma. Et FSX va être en fait un stockage partagé entre les deux machines, même si ces machines sont dans deux data centers différents. Donc pour reproduire ça chez vous, c'est quand même très très compliqué entre deux data centers. Mais FSX c'est le faire et on le fait pour vous de manière automatique. Et ça nous permet de faire du failover automatique entre les deux machines. Et ça nous permet de le faire en fait avec du SQL Server standard. Donc de l'actif-actif avec du standard, c'est beaucoup moins cher pour vous. Donc ça c'est une façon de réduire votre facture, d'avoir du stockage très très redondé. Et forcément ce stockage utilise du protocole SMB et vous pouvez aussi l'utiliser pour d'autres machines si vous le souhaitez. Donc jusque-là, on a couvert comment apporter vos machines Windows et SQL sur le cloud. Voici deux autres astuces quand vous venez chez nous pour réduire votre facture. Donc la première, c'est de mettre votre SQL Server sur Linux, ce que Microsoft vous permet de faire maintenant, ce qui forcément réduit votre facture puisque vous n'avez plus besoin de payer la licence Windows. Et la deuxième façon de réduire votre facture, c'est de passer sur des services cloud natifs comme Amazon Aurora qui vous propose du MySQL ou du PostgreSQL en cloud native, en serverless, euh, avec la scalabilité automatique, les backups automatiques, etc. Donc c'est forcément ce qu'on vous recommande, mais c'est pas forcément facile de faire cette transition. Donc pour faciliter votre transition vers Linux, on peut utiliser le SQL Server Replatforming Assistant, qui est un outil de scriptage qui va checker la compatibilité, exporter l'image, les données SQL de votre machine Windows et les importer du coup sur une machine EC2 automatiquement qui tourne sur de l'Ubuntu 16.04 et tout ça c'est fait de manière automatique. Voilà, donc ça vous permet de faire cette transition. Sachez que cet outil existe et il est bien sûr gratuit. Donc, pour vraiment moderniser votre SQL pour le cloud, le plus facile c'est RDS for SQL et plus difficile c'est de passer sur de l'open source qui coûtera beaucoup moins cher et qui est encore plus cloud native avec Aurora. Nous avons un outil qui s'appelle le Schema Conversion Tool qui vous permet de analyser et détecter les compatibilités et incompatibilités entre votre base de données SQL Server et par exemple du Postgre ou du MySQL et donc rendre ce passage plus facile. Donc voilà pour SQL. On a fait le tour.
Je voulais quand même revenir rapidement sur FSX for Windows, donc ce service de serveur de fichiers. Donc encore une fois, FSX, c'est un serveur de fichiers Windows natif, fait tourner des disques en NTFS, utilise le protocole SMB, et vous n'avez pas besoin de gérer le hardware, le software, pas besoin d'updater la machine, pas besoin de gérer les backups, tout ça c'est fait pour vous, ainsi que la haute dispo et la sécurité. Donc FSX vous propose deux manières de déployer. Donc soit sur une zone de disponibilité où vos données sont copiées sur cette seule zone, mais s'il y a une coupure d'Internet par exemple, vous pouvez avoir une indisponibilité du service, ou en multi-AZ, donc sur plusieurs zones de disponibilité, on va faire une copie sur un autre data center et pouvoir faire du failover automatique. Et donc là, vous avez des taux de disponibilité de 99,995, je crois, de mémoire, de votre service. Et donc, c'est ce qu'on vous conseille pour de la production. Et tout ça, on le fait automatiquement pour vous. Vous n'avez pas besoin de le gérer. Forcément, plus vous utilisez de availability zone, plus le prix va augmenter. Donc si on passe d'une zone à deux, le prix double. Maintenant, nous avons une feature supplémentaire qui réduit votre coût, qui est la déduplication. Donc souvent sur des serveurs de fichiers, on voit qu'il y a beaucoup de doublons, surtout sur des fichiers bureautiques par exemple. Et en général, chez nos clients, on voit qu'il y a 50 à 60% de fichiers en doublon. Et donc on peut réduire le coût en faisant cette dédupe et donc couper le prix en deux. Donc sachez qu'on a cette feature qu'on supporte automatiquement pour vous. Et autre point important, nous avons un service qui s'appelle AWS DataSync qui vous permet d'automatiquement migrer vos serveurs de fichiers existants vers les serveurs de fichiers AWS. Donc vous avez différents types, hein. Vous avez S3 qui est notre stockage de fichiers voilà, cloud native. Vous avez EFS qui est un serveur de fichiers Linux. Et vous avez FSX qui est un serveur de fichiers Windows du coup. Et qui est du coup la meilleure solution pour vos serveurs de fichiers Windows qui ont besoin de protocole SMB. Alors passons maintenant à Active Directory. C'est peut-être le service le plus important et aussi un des services les plus complexes quand vous migrez sur le cloud. Donc regardons les options. Alors nous proposons deux options pour faire tourner de l'AD chez nous. Soit vous pouvez le gérer vous-même dans de l'EC2, donc étendre votre Active Directory on-premise dans AWS, tout simplement. Soit nous proposons AWS Managed AD. Donc c'est un Active Directory complètement managé par AWS. Donc l'Active Directory managé dans AWS, c'est quoi? C'est un vrai Active Directory qui est managé par nous. Donc, on gère l'infrastructure, on gère l'OS, on gère le logiciel et les mises à jour. Et surtout, on va pouvoir gérer aussi la haute dispo en actif-actif et les snapshots. Et ça vous permet de faire du GP, du domain join automatique. Et cet AD fonctionne par trust, donc vous pouvez vous connecter soit en one-way trust, en read-only, soit en two-way trust à votre AD on-premise. Voilà, et ça vient avec deux domaines contrôleurs par défaut, mais vous pouvez en rajouter autant que vous souhaitez. Vous pouvez utiliser vos outils AD standards, comme chez vous. Et surtout, l'AD Manager permet de s'intégrer automatiquement avec les outils AWS, donc SSO, FSX, Workspaces, dont on va parler juste après, RDS pour SQL, Oracle ou Postgre, etc. Voici une façon un peu plus visuelle de faire la différence entre un Managed AD à gauche et un AD sur de l'EC2 à droite. Donc en jaune, ce que gère AWS et en rouge, ce que gère le client, donc vous. Donc le Managed AD, c'est vraiment fait pour diminuer le travail opérationnel nécessaire. Euh, voilà, vous allez pouvoir déléguer la gestion de l'AD Cloud à une équipe dédiée, tout en gardant le contrôle sur la gestion des identités des users. Vous pouvez du coup vraiment créer une limite entre votre AD on-prem et l'AD Cloud. Voilà. Et c'est super utile si vous avez besoin d'authentification AWS native. L'AD dans de l'EC2, donc classique, pourquoi prendre ça? C'est dans des cas où vous avez vraiment besoin de, par exemple, étendre un forest ou un domaine existant vers AWS, si vous voulez une vue unifiée entre votre on-premise et le cloud. Voilà. Ou si vous avez vraiment besoin de privilèges admin, par exemple, sur votre domaine ou sur votre entreprise.
Donc tout dépend de votre besoin. On va pouvoir s'adapter. Maintenant, ManageDB, souvent, ça correspond quand même aux besoins de la plupart de nos utilisateurs. Donc dans ce modèle-là, vous avez un seul domaine de ressources dans une seule région AWS, donc avec un ManageDB qui gère l'authentification EC2 et des managed services et qui est connecté avec un trust à l'AD on-premise, soit par VPN, donc via Internet, soit par Direct Connect qui est une ligne dédiée entre votre et notre data center. Donc si vous avez par exemple Office 365 avec Azure Active Directory qui est connecté aussi à votre AD on-premise, voilà, ça vous permet directement de synchroniser du coup Azure Active Directory avec votre AD, avec AWS Managed AD. On peut également faire des ponts directement avec l'AD d'Office si vous le souhaitez, de différentes façons, soit avec Azure AD Connect, soit aussi avec des connecteurs qui existent dans la marketplace. Donc il y a plein de façons de le faire. Donc regardons quelques use cases pour l'AD. Donc vous avez forcément besoin d'AD pour de l'EC2, donc vos machines Windows par exemple, pour faire par exemple du GPO, pour déléguer de l'accès administratif à certaines organisations dans AWS, pour assigner des users Active Directory directement à des groupes de sécurité, pour avoir accès à certaines ressources AWS à travers Airbag ou ABAC par exemple, pour faire du remote desktop ou gérer l'accès à certains fichiers ou folders, ce genre de choses. Ça, c'est use case 1. Donc le deuxième use case, c'est tous les services managés, comme RDS SQL par exemple, où Active Directory permet de faire du SSO et de gérer les authentifications aux bases de données, et FSX, où par exemple on va pouvoir gérer l'accès au serveur des fichiers directement avec Active Directory, mettre des quotas users, donner les droits de restore, ce genre de choses, directement avec ManageDB. Le use case 3, c'est le single sign-on. Donc, vous pouvez intégrer ManageDB automatiquement avec un service qui s'appelle AWS SSO et qui va gérer du coup le single sign-on pour des services AWS natifs, SageMaker, IoT Core, Management Console, etc. Mais aussi des applications tierces comme Office 365, Salesforce et Box. La liste elle grandit chaque jour. Et le dernier use case, c'est l'intégration native entre ManageDB et les applications user d'AWS, donc le VDI, la communication avec Chime, Workdocs pour le stockage de fichiers des users, le client VPN, QuickSight pour tout ce qui est BI et création de dashboard. Et donc tout ça, c'est automatiquement intégré avec ManageDB, vous n'avez pas besoin de gérer tout ça vous-même. Donc voilà pour l'AD. On vous conseille fortement du coup de parler avec aussi un architecte AWS. On sera ravi de vous accompagner sur ces sujets qui sont quand même assez complexes, sur les architectures AD et la sécurité. Puisqu'on a fini sur ce sujet d'intégration aux applications AWS, parlons un petit peu du bureau à distance, donc du VDI sur AWS pour la suite. Donc vous avez deux choix quand vous voulez faire du VDI chez nous. Soit vous apportez vous-même votre solution comme du Citrix ou du VMware, où c'est bien parce que c'est familier et vous avez tous les features que vous connaissez. Ou alors vous pouvez utiliser les services natifs d'AWS qui sont complètement managés comme d'habitude, où vous payez à l'usage et vous utilisez du coup l'infrastructure et les best practices AWS pour la sécurité et la fiabilité. Donc voici les trois modèles de déploiement. Donc chez vous, vous gérez tout, le hardware, le software et l'admin. Si vous voulez faire du Citrix par exemple, on va gérer que le hardware pour vous. Si vous utilisez du coup nos services de VDI, forcément on va gérer la partie software également et on va gérer aussi l'administration des machines. Donc vous avez juste à gérer les images des machines ou les applications auxquelles vous voulez donner accès et les users, mais comme on l'a vu avant, cela peut être très facilité en utilisant ManageDB. Donc, nos deux services de bureau à distance sont Workspaces et AppStream. Donc Workspaces c'est du bureau à distance et AppStream c'est du streaming d'applications. Alors Amazon Workspaces c'est un vrai bureau à distance. Donc un utilisateur égale un bureau et donc c'est un vrai espace de travail qui est persistant. Vous payez à l'usage, c'est très simple à déployer et manager. Il suffit de dire j'ai besoin de X machines, je les attache à ces identités et je veux utiliser cette image. Et c'est fait.
Donc vous avez aussi différents choix de configuration. On va les voir juste après. Donc pour Workspace, nous avons deux façons de facturer. Soit une facturation à l'heure, ce qui est intéressant pour les utilisateurs qui se connectent moins de 8 heures à leur environnement à distance par jour, soit une facturation en mois, ce qui est beaucoup plus simple, qui permet du coup de laisser la machine allumée aussi, ce qui rend la user experience un peu plus simple. Voilà, donc si vous avez des gens qui travaillent part-time ou en plein temps, vous allez pouvoir privilégier un système ou l'autre. On a aussi un outil dans la console AWS qui va automatiquement vous recommander des optimisations par machine et par utilisateur. Donc vous allez pouvoir aussi ajuster ces réglages voilà, au fur et à mesure de l'usage de vos utilisateurs pour optimiser votre facture AWS. Donc voici quelques exemples de machines que vous pouvez donner à vos utilisateurs pour Workspace. Donc des machines standards avec 2 cœurs et 4 Go de RAM, mais aussi des machines graphics où vous avez du coup des GPU attachés aux machines. Donc forcément les prix vont varier, mais ça vous permet du coup de couvrir une large gamme d'utilisation, une large gamme d'applications également. Contrairement à Workspaces, Upstream n'est pas persistant. C'est-à-dire que on va avoir un tout petit pool de machines qui va être partagé avec plusieurs utilisateurs. Ça permet donc d'optimiser la facture puisqu'on a besoin de moins de machines et on va pouvoir automatiquement scaler avec le besoin. Et donc c'est fait pour des applications voilà, où on n'a pas besoin d'un environnement user persistant. On peut donner accès temporairement et puis arrêter. Donc c'est un usage un peu différent, gardez-le en tête. Et là, la facturation est un petit peu différente aussi, puisqu'on va payer un prix qui est différent selon si la machine est allumée ou éteinte. Et donc de pouvoir scaler automatiquement l'infrastructure, rajouter, enlever des machines à la volée, c'est ça qui permet vraiment de maîtriser les coûts. Donc voilà pour le monde du VDI. Donc on a des options managées, vous pouvez apporter vos propres solutions. Encore une fois, si vous voulez être accompagné là-dessus, appelez-nous, on sera ravis de vous aider, surtout pendant cette période de Covid. Maintenant, parlons un petit peu d'un autre sujet. On a parlé beaucoup d'infrastructures, on a parlé beaucoup de logiciels. Parlons un petit peu de .NET sur AWS. Donc, si vous êtes développeur ou si votre entreprise a des développeurs, il est intéressant de comprendre aussi ce qu'on peut faire avec son code existant, le code qu'on a créé en passant sur le cloud. Donc déjà, AWS fait partie de la .NET Foundation, donc on a une vraie influence sur le développement de .NET, et forcément on a aussi plein d'outils et plein de façons de s'intégrer à votre workflow existant. Donc on a de l'intégration avec Visual Studio, avec VS Code, on a des CDK et des SDK pour .NET, on a aussi des outils de ligne de commande qui existent forcément, et on peut s'intégrer avec votre outil de DevOps existant comme Azure DevOps par exemple. Et on a aussi des outils nous-mêmes comme Code Pipeline et Code Build pour gérer la partie CI/CD directement sur AWS. Donc voilà, un ensemble complet d'outils à vos dispositions si vous êtes développeur .NET ou développeur Microsoft. Donc, tous ces outils vous permettent en tant que développeur .NET de venir chez nous, mais ce qui est vrai, c'est que dans la réalité, il y a deux mondes .NET. Il y a le monde .NET classique jusqu'à .NET 4.8 et il y a le monde de .NET Core qui est le nouveau .NET, le futur de .NET, open source qui tourne sur Windows et Linux. Et donc ces deux versions de .NET vont avoir des expériences un peu différentes sur AWS. Pour du .NET classique, vous avez tous les services à gauche, donc de l'EC2 forcément, un DVM Windows, du Beanstalk pour la partie web, et ensuite tout ce qui est conteneur Windows sur de l'ECS ou sur de l'EKS. Ensuite, si vous avez du .NET Core pour vos applications, vous avez aussi accès à ces services de gestion de conteneurs, mais vous pouvez utiliser des conteneurs Linux qui sont moins chers et qui sont plus performants. En plus, vous allez avoir accès à AWS Fargate et AWS Lambda, qui sont des services serverless. Donc Fargate, c'est du conteneur complètement serverless, où vous n'avez pas besoin de gérer vous-même l'infrastructure et le scaling et le nombre d'instances et tout ça. Donc c'est voilà, la containerisation poussée au bout. Et AWS Lambda, c'est du serverless, du event-driven serverless. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez construire votre application en fonction d'événements,
un événement arrive, votre code s'exécute et vous allez seulement payer un prix très très faible pour l'exécution de ce code. C'est très intéressant puisque ça change complètement la façon de réfléchir à son architecture d'application. Ça change aussi complètement l'équation économique parce que plutôt que d'avoir une machine qui tourne 24 heures sur 24, vous allez seulement payer pour l'exécution des quelques bouts de code qui vont tourner réellement. Voilà. Et tout ça, c'est scalable automatiquement avec AWS puisque le principe du serverless, c'est de ne pas avoir à gérer cette infrastructure sous-jacente. Et donc, nous avons des chemins aussi pour vous aider à passer du .NET classique vers des conteneurs ou vers du serverless. On va parler de deux outils juste à la suite de ça. Quand vous avez des applications .NET, vous avez quand même aussi souvent du SQL Server attaché. Donc, on a vu avant qu'on pouvait forcément aussi faire de la modernisation vers Aurora, vers Linux ou vers du RDS. Donc, gardez ça en tête aussi dans vos projets de modernisation .NET. Donc, ce qu'on vous recommande forcément en premier, c'est de regarder si vous pouvez passer de .NET à .NET Core. Ça vous ouvre beaucoup de portes, ça vous permet d'utiliser du Linux et ça vous permet d'utiliser nos services serverless. Et donc nous avons un outil qui est gratuit à votre disposition sur notre site web qui s'appelle le Porting Assistant for .NET et qui permet de scanner votre application, trouver les compatibilités ou incompatibilités entre .NET et .NET Core et de automatiquement aussi remplacer les packages NuGet version .NET avec version .NET Core si elles existent. Et donc ça vous simplifie beaucoup la vie de ce portage. Et ça vous donne du coup un rapport complet qui vous dit quel est le travail nécessaire pour porter votre application. Et puis l'outil va vous aider à faire ces changements de manière automatique si possible. Ça c'est le premier outil. Le deuxième outil c'est App2Container. Donc ça c'est pour vos applications .NET existantes. Donc c'est surtout pour de l'ASP.NET, donc du web, ou pour vos applications Java aussi, hein, d'ailleurs. Et ça permet de prendre ces applications et de les mettre dans des conteneurs et donc les rendre scalables voilà, automatiquement pour le cloud. Donc c'est complètement automatisé, vous n'avez pas besoin de faire du travail. Ça crée des conteneurs Docker et ça utilise tous les best practices AWS de containerisation lors de la création de ces conteneurs. Donc comment ça marche? Ça va analyser votre code applicatif, créer le conteneur Docker. Vous allez choisir où est-ce que vous souhaitez le déployer dans ECS pour le service de conteneur natif AWS ou EKS si vous préférez Kubernetes. Et on va également pouvoir s'intégrer automatiquement avec nos outils de lifecycle management comme Pipeline, Code Build et Code Deploy. Tout ça, c'est automatisé pour vous pour les web apps si vous voulez faire du coup du conteneur. Donc maintenant que vous avez porté vos applications .NET chez nous, soit en conteneur, soit en EC2, soit en serverless, tout un monde s'ouvre à vous forcément pour intégrer d'autres services AWS dans votre application existante. Donc soit des bases de données comme RDS ou DynamoDB, des outils de gestion et de monitoring comme CloudWatch, X-Ray, Systems Manager, la gestion d'identité de vos users d'application avec Cognito, l'intégration d'IA avec Amazon SageMaker, etc. Donc surtout, portez votre application .NET vers AWS, vous ouvre des portes sur ces services d'infrastructure et de serverless, mais aussi les 180 autres services AWS que vous pouvez intégrer directement. Et ça, c'est un bénéfice qui est très difficile à reproduire dans votre propre data center. Donc, puisqu'on vient de parler de monitoring et de gestion d'applications, parlons des outils que nous proposons pour gérer du coup votre infrastructure Microsoft. Voilà, vous avez chez vous forcément besoin de gérer des backups, faire du déploiement de software, faire du patch, faire de la maintenance, de l'analyse de log, et de vos métriques de performance, tout ça. Et nous, on a des outils et des solutions natives dans AWS qui vous permettent de faire ça dans le cloud, mais aussi en hybride sur votre propre data center. Donc au cœur de notre système de monitoring se trouve CloudWatch. Donc CloudWatch est un service AWS qui va collecter des logs, des métriques de performance, des événements de vos infrastructures et de vos services AWS, et pouvoir vous les montrer dans un dashboard centralisé
où vous allez pouvoir jouer avec ces données-là pour voilà, les mettre ensemble et comprendre ce qui se passe sur votre infrastructure. En plus de ça, l'outil vous permet de créer des alertes, soit manuelles, soit automatiques, pour détecter des anomalies, soit donc en fonction de seuil que vous avez mis en place, soit avec du machine learning. On peut faire ça du coup de manière automatique. Et forcément, toutes ces données-là, vous allez pouvoir les analyser en profondeur pour mieux comprendre du coup la performance aussi de vos applications et donc améliorer votre architecture AWS. Alors spécifiquement pour vos applications .NET, on a CloudWatch Application Insight for .NET qui va pouvoir analyser exactement les composants utilisés par votre application et recommander certaines métriques au sein de CloudWatch qu'on va pouvoir monitorer. Donc, si c'est pour du web, on va avoir différentes métriques que si c'est pour un worker, .NET par exemple. Voilà, donc ça, vous pouvez l'intégrer directement avec votre application pour customiser CloudWatch. Donc parlons un petit peu d'un autre service qui s'appelle AWS Systems Manager. Donc ça, c'est l'outil de gestion d'infrastructure AWS. On peut gérer des machines virtuelles, des services managés, des machines qui tournent aussi chez vous, dans votre infrastructure on-premise, du Linux, du Windows, et voilà, c'est votre outil central de gestion et d'exécution de policy pour vos systèmes. Alors, pour de la VM, ça marche de manière assez simple. Vous avez un agent qu'il faut installer sur les machines. Donc, dans EC2, c'est fait de manière automatique, si vous le souhaitez. Pour les services managés, on utilise un service qui s'appelle les documents, les Systems Manager documents, qui sont en fait des actions que Systems Manager peut prendre sur vos services managés, tout simplement. Donc il y a déjà plein de documents qui sont pré-créés, mais vous pouvez aussi créer vos propres documents pour créer des actions custom sur ces services managés. Voilà. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec Systems Manager? On peut exécuter des commandes sur une ou un groupe de machines, on peut gérer des patchs, on peut automatiser l'exécution de certaines tâches, on va pouvoir assurer que nos machines soient dans un certain état, soit avec des configurations PowerShell DSC ou avec des playbooks Ansible par exemple. On va pouvoir, j'en sais rien, demander un inventaire de toutes les configurations de machines dans notre voilà, infrastructure. On va pouvoir appliquer des configurations à des applications sans changer leur état, sans les éteindre, les rebooter, ce genre de choses. Voilà. Si vous utilisez CloudWatch, ce qu'on a vu juste avant, OpsCenter va pouvoir automatiquement réagir à une alerte CloudWatch. Donc si CloudWatch dit ah, alerte, il s'est passé quelque chose, hop, on va pouvoir utiliser OpsCenter pour runner une commande par exemple sur une machine, ce genre de choses. Et des choses comme Maintenance Window permettent de gérer tout ce qui est window de maintenance, d'update, tout ça pour éviter du downtime. Voilà. Donc, en fait, System Manager gère vraiment tout le cycle de management de vos applications ainsi que votre infrastructure et vos services managés AWS. Un autre outil intéressant, c'est AWS License Manager qui permet de gérer et de traquer les licences que vous apportez sur le cloud. Donc Oracle, Microsoft, IBM, SAP, etc. Donc vous définissez ce que vous voulez traquer, vCPU, cœur, socket, etc. Le maximum ou le minimum que vous voulez appliquer et le produit, donc SQL Server par exemple. Et ensuite, vous allez pouvoir traquer aussi avec une intégration avec Systems Manager le nombre de licences déployées sur votre infrastructure. Et ça marche on-premise, chez vous, et dans le cloud AWS, forcément, puisque c'est tout simplement une extension de Systems Manager. Et donc, avec ces règles-là, vous pouvez aussi dire, je bloque la création de nouvelles machines avec SQL Server, puisque je n'ai pas assez de licences. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire, du coup, pour un compte AWS donné ou pour un ensemble de comptes AWS qui sont liés à une organisation AWS. Et donc, vous pouvez utiliser un seul outil pour votre entreprise. Donc, avec les outils, on arrive à la fin de notre webinaire et je vous remercie beaucoup de votre présence. On a vu beaucoup de choses et donc ça peut être un peu
compliqué de tout retenir et donc je vous encourage fortement à regarder notre replay qui sera posté sur YouTube. Mais en conclusion, j'espère que vous avez compris que AWS est vraiment une plateforme mature pour faire une transition de vos applications Microsoft vers le cloud. Et on est là aussi pour vous accompagner. On a une vraie expertise, des gens techniques qui peuvent vraiment vous accompagner. Si ce webinaire vous a intéressé, on a également un webinaire bientôt sur la partie plus business, donc la création d'un business case de migration vers AWS, aussi avec les technos Microsoft. Donc tapez dans Google Cercle des experts AWS Business Case et vous trouvez le webinaire sans problème. Et bien sûr, si vous avez besoin d'aide, vous voulez être contacté à propos d'un projet, on va vous envoyer un petit formulaire de contact, un formulaire de feedback après cette présentation où vous pouvez nous indiquer que vous voulez être contacté. Ou sinon, vous pouvez aller sur le site aws.amazon.com/windows et cliquer sur être contacté et on vous contacte dès cette semaine pour discuter avec vous. Merci beaucoup et j'espère que ce webinaire a été utile pour vous et je vous dis à bientôt pour un autre webinaire.